façon suivante. Gisèle va conclure, c'est-à-dire terminer ce qu'elle n'a pas pu terminer la dernière fois, puisqu'on avait sur le fait, puisqu'on a été pris par le temps, mais elle va le faire très brièvement et ensuite j'introduirai les interventions de Sophie Mendelssohn et Livio Boni pour le livre La vie psychique du racisme. Alors, Gisèle, à toi. Pas bon du tout. Voilà. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Non. Oui, c'est bon? Très bien. Très bien. Alors donc, depuis que nous avons engagé ce séminaire, nous y mesurons, avec Alain, nous y mesurons combien il résonne particulièrement deux formes majeures de tension entre identité et identification auxquelles nous sommes régulièrement conduits dans l'expérience, de fait, celle du sexe d'une part, selon l'identification sexuée et le choix sexuel, et celle qui concerne le politique dont Alain nous a présenté la dernière fois son idée sur cette sorte de consubstantialité psychique entre la frontière des pays et celle des identités, et dont il va être aussi à nouveau question largement ce soir avec le racisme. Ainsi se déploie sur ces deux grands versants de l'identité et de l'identification, que sont donc sexe et politique, un questionnement qui les aborde certes tels deux champs radicalement hétérogènes, bien entendu, ça va de soi, mais où l'on peut déceler aussi, c'est en tout cas un point sur lequel je m'emploie, au plus secret de l'élaboration lacanienne, en poussant les conséquences d'une façon qui n'a pas encore été évaluée, eh bien, un point d'articulation donc entre ces deux champs majeurs de l'identité, que sont le sexe et le politique, et qu'on peut après tout apercevoir très simplement en prenant au sérieux cette remarque, cette découverte, peut-on dire, fondamentale de Lacan, qu'il n'y a pas entre les sexes qui parlent un rapport sexuel comme tel, mais que ce rapport, qu'il n'y a pas, est remplacé, substitué, suppléé par une loi sexuelle qui en tient lieu. Eh bien, c'est une remarque fondamentale de Lacan qui, de fait, articule sexe et politique au cœur même de la jouissance sexuelle. Alors, j'ai commencé à vous présenter la lecture qu'on peut faire de ce cristal, en quelque sorte, de l'identité en tant que sexuée, en confrontant ce que l'on conçoit d'une féminité au sens de Lacan, en le confrontant donc à quelques grands discours féministes. J'ai commencé à le faire la dernière fois. Une féminité comporte un mode de jouissance hors discours qui n'est pas présente dans les dits, mais seulement dans les dires et en actes. Et elle s'ajoute, cette jouissance-là s'ajoute ce faisant, tout en étant contradictoire avec elle, parfaitement contradictoire avec elle, à la jouissance phallique du discours que le féminin a en partage avec le masculin. Une zone commune donc du discours, entièrement organisée par la fonction phallique, est habitée par l'un et l'autre sexe, mais ils s'en servent différemment selon quelle est la seule référence, la seule dépendance, ou bien pas. Une logique du patou donc signifie d'abord très simplement qu'elle ne dépend pas, cette logique, uniquement du discours de la fonction phallique, de la fonction du phallisme. Or, cet abord des féminités, j'ai commencé à vous le montrer, les place donc, ces féminités, en quelque sorte à l'opposé des discours féministes qui, eux, d'une façon régulière et de plus en plus radicale, s'énoncent en termes de tout et sont totalement dépendants, quoi qu'ils en veuillent, de la fonction phallique, du discours et de sa grammaire. La plupart des logiques féministes successives ne concernent et n'énoncent en effet que la grammaire phallique où le féminin se définit comme l'objet dont dispose le sujet masculin, c'est-à-dire l'objet de la fonction phallique,
dans la mesure où ce sujet masculin vise à retrouver cet objet comme une part de lui perdue, c'est-à-dire comme un objet A, ou comme l'objet de la fonction phallique. Et cette évidence de nos discours revêt un aspect de plus en plus décalé au fur et à mesure de nos discours sur le féminin, j'entends, de la psychanalyse, revêt un aspect de plus en plus décalé avec les discours féministes sur le féminin, au fur et à mesure que tous peuvent s'apercevoir, tous et toutes, peuvent s'apercevoir toujours plus en acte que précisément être représenté, se situer, s'identifier à l'objet de la fonction phallique n'est pas le tout du féminin, n'est pas le tout du rapport entre les sexes. Que la fonction phallique ne résume pas, ne dit pas le tout de la femme, qu'il n'y a donc pas en termes de discours, dans le discours. Pas ailleurs non plus. Ce décalage est de plus en plus ressenti partout, quoique assez peu identifié, après tout, et assez peu éclairé, peut-être parce qu'on hésite souvent, peut-être parce qu'on n'a pas encore tiré toutes les conséquences de l'élaboration lacanienne sur ce point, mais aussi parce qu'on hésite probablement encore, souvent, à énoncer ce décalage entre le féminin donc de la psychanalyse lacanienne et le féminin du féminisme, ce décalage, peut-être parce qu'on craint précisément que cette élaboration conceptuelle de la psychanalyse, en termes de patou, vienne freiner la marche d'une évolution politique et statutaire nécessaire que les logiques féministes du tout réclament. Alors, on peut aussi, à la date d'aujourd'hui, considérer que cette évolution nécessaire, tout de même, est maintenant suffisamment avancée, en quelque sorte, pour juger qu'il est temps de rendre à cette réflexion sur le féminin sa complexité native. Pour entamer cette réflexion, j'ai d'abord resserré les axes logiques donc d'une jouissance dans le féminin, avec ce que veut dire très simplement ce terme de patou qui laisse beaucoup de lecteurs perplexes, alors qu'il ne devrait pas, il est au fond très simple. Et j'ai commencé à montrer en quoi, par exemple, les énoncés de Judith Butler font virer certains énoncés psychanalytiques vers une logique du tout, alors qu'ils n'en sont pas. Comment, en quelque sorte, il l'est pour toutes, pour reprendre cette expression drôle de Lacan qui a l'avantage d'avoir fort peu servi. C'est-à-dire ils leur font effectuer un tour de plus vers le tout à des énoncés qui appartiennent, eux, à une logique pas toute, ne serait-ce que dans la mesure très simple où ils ne concernent pas toute la femme, ni toutes les femmes, et qui n'impliquent pas toute la fonction phallique du discours. Alors, on sait cependant aussi que ce virage au tout que subissent certains énoncés a eu l'effet, après tout, surprenant et intéressant comme tel, de faire entendre d'une manière spectaculaire dans le siècle certaines conceptions qui, en psychanalyse, ne s'entendaient qu'à demi, puisque précisément la psychanalyse ne les disait qu'à demi quand elle les disait, comme celle de, par exemple, de la sexuation psychique distincte d'une sexuation, de la sexuation anatomique, dont est extraite, on le sait, la notion de genre qui est féconde et qui est devenue un standard. On ne sait peut-être pas assez que cette distinction, cette extraction s'est effectuée au prix d'avoir jugé le plus souvent que le sexe psychique ne dépendait pas du tout du sexe anatomique, alors que ça n'est pas exact, c'est que c'est seulement en partie qu'il n'en dépend pas. Ne serait-ce que, on le sait, du fait de la façon dont le sexe anatomique est à la naissance accueilli par l'autre, l'autre en général, et que c'est en fonction de la manière dont il est accueilli, ce sexe anatomique, que va se construire ensuite, d'une manière ou d'une autre, la sexuation psychique. Alors, c'est cette remarque que tous peuvent faire, que tout en étant pour touter, en quelque sorte, des énoncés psychanalytiques bien connus,
ont été beaucoup mieux entendus par les discours féministes et les études de genre qu'ils ne l'étaient par la psychanalyse auparavant, dans la psychanalyse auparavant, ce qui fait tout à fait réfléchir, et ça c'est une réflexion encore ultérieure, à cette notion fondamentale de ce qui s'entend derrière ce qui se dit, sans parler en plus du fait qu'on dise. Une réflexion sur l'aspect paradoxal de la réception de certains énoncés. Lacan n'a jamais beaucoup explicité sa critique au regard de ces discours féministes, tout en adoptant, on le sait, un ton de défi souvent provocateur, mais en réalité, nombre de ses propos y répondent, comme ça a été quelquefois, pas souvent, il est vrai, remarqué. On sait simplement qu'il a traité dans les années 70 Simone de Beauvoir de sotte, ce qui est trop ou trop peu dire. Elle l'avait sollicité, on le sait, lorsqu'elle allait publier Le deuxième sexe, voulant l'interviewer sur sa conception du féminin, mais il n'avait pas pensé pouvoir ou devoir en traiter alors en quelques échanges quand il jugeait nécessaire quelques mois. Eh bien, ce socle fondateur des grands discours féministes de la deuxième moitié du XXe siècle, fondateur notamment outre-Atlantique, qu'est le deuxième siècle, s'était donc passé de son avis, bien sûr, et si on réinterroge à la lumière de ce qu'on peut concevoir maintenant de l'élaboration lacanienne qui a suivi, eh bien, on peut questionner, on doit questionner pourquoi sotte. C'est un mot violent pour un livre qui fait un point décisif et exact à cette date sur ce qu'il en est du féminin sous un angle philosophique, sociopolitique et même psychanalytique, puisqu'elle faisait un point sur les élaborations alors de la psychanalyse et qu'elle anticipait sur une critique de Freud sur bien des points, une critique que Lacan effectuera lui aussi ultérieurement, récusant par exemple, pour ne parler que de celui-là, le pénis-ned qui faisait fureur en psychanalyse post-freudienne. Beauvoir énonçait que ça n'est pas un pénis que la femme attend, mais elle disait une transcendance de l'homme. Lacan allait, lui, dans les années 60, énoncer à son tour, quoique peu entendu, là aussi, que le manque de la femme ne concerne pas un organe qui n'a jamais été question qu'elle est, mais le fait que le désir de l'homme lui est nécessaire, le désir de l'homme pour elle, bien sûr, lui est nécessaire pour qu'elle puisse accéder à sa propre jouissance à elle. Voilà le manque spécifique chez une femme, selon Lacan. Et ça rejoint, vous le voyez, en partie la remarque de Beauvoir. Il énonçait également que lorsqu'on est homme, Lacan, on projette sur l'autre, la femme, cette castration, qui est sa propre angoisse en réalité, notamment comme limite arbitraire en quelque sorte de la jouissance qui se matérialise, qui s'incarne sur son organe dans le rapport sexuel. Et c'est à partir de ces remarques fondamentales qu'il commencera à dénoncer la responsabilité du phallus, du signifiant phallique, mais aussi dans un certain rapport avec la jouissance de l'organe, la responsabilité donc du phallus dans ce qu'il appellera l'absence du rapport sexuel. Et qu'il appellera l'absence du rapport sexuel, et je reprends la remarque de départ, en montrant qu'à ce rapport a été substituée une loi sexuelle en termes d'être et d'avoir ou d'avoir le phallus. Cette loi qui énonce, comme il le disait, à partir du point de vue de l'homme, on est ce qu'il y a, on a ce qui est, c'est-à-dire l'objet féminin, tout ça que j'ai très longuement commenté déjà, à quoi j'ajoute donc ici que ce faisant, il installe l'identité sexuée et le choix sexuel au cœur même, donc le sexe, au cœur même du politique. Ce qui consiste à articuler au plus intime donc de la jouissance sexuelle les substituts politiques du sexe et des sexes. Donc pourquoi sotte ? Lorsque Lacan énonce cette sottise du deuxième sexe dans les années 70, 20 ans après la rencontre manquée de 49, eh bien, il est prêt alors, bien sûr, à préciser, quoique indirectement et très brièvement par allusion, ce en quoi il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec l'énoncé même du deuxième sexe, l'énoncé, le concept, parce qu'il n'y a pas de deuxième sexe, parce qu'il n'y a pas
en somme de sexe du tout, au sens où le sexe ne fait pas rapport. Il n'y a que des substituts qui ne sont pas sexuels, encore une fois, comme cette disposition du corps de l'autre qui fait la grammaire de la domination masculine et qui se substitue comme loi sexuelle, donc à un rapport sexuel. Voilà sa grande découverte. Donc cette rencontre ratée n'est en somme pas du tout une rencontre ratée, puisqu'elle a fécondé les discours féministes et provoqué un dialogue inapparent mais pourtant essentiel. Elle a engendré un décalage constant et toujours creusé plus avant entre les discours issus de cette logique beauvoirienne du tout et la logique qu'en psychanalyse, Lacan a identifiée et conçue dans une part du féminin. Il se voit donc maintenant clairement en quoi le féminin participe pour une part à l'universel phallique des discours, les sujets de la parole, et de plus en plus, versant d'ailleurs sur lequel le discours féministe s'est appuyé très logiquement pour revendiquer la jouissance phallique pour les femmes, qui est en fait une restitution qui a eu lieu et qui se poursuit. Quand en outre cette jouissance phallique et cette fonction phallique, eh bien, au cas par cas, une par une, certaines femmes développent, notamment dans l'amour, mais pas seulement, une logique et une jouissance qui permet, selon Lacan, c'est un diagnostic important, que l'absence du rapport sexuel pèse moins lourd. Voilà, il me semble même qu'on pourrait dire que les deux logiques, en quelque sorte, celle du tout en tant que féministe, entre autres, évidemment, ce n'est pas seulement la logique féministe, celle du tout, c'est aussi, vous le savez, la logique du masculin, et celle de la névrose. Donc, que les logiques du tout alternent en quelque sorte avec celle du patou, qui n'est pas non plus seulement celle des féminités, qui est aussi celle de la psychanalyse, par exemple. Bien, qu'elles alternent et qu'elles se répondent régulièrement. Peut-être un petit peu à la manière dont le discours analysant alterne avec le discours analytique, ou le tout alterne avec le patou. Voilà, les rapports du tout et du patou sont aussi complexes donc que ceux du sexe et du politique en termes d'identité et d'identification. Je poursuivrai cette réflexion à nos prochaines journées et ensuite en juin lorsque nous nous retrouverons le 3. Et maintenant, nous allons donc consacrer la soirée aux commentaires du livre de Livio Boni et de Sophie Mendelssohn qui est présenté par Alain sur la vie psychique du racisme. Merci Gisèle.